Les crimes atroces contre le peuple libyen. Mémorandum du docteur Saïf al-Islam Kadhafi. Mi-novembre, un rapport de CNN avait provoqué un tollé. Selon la chaîne de télévision américaine, en Libye, des réfugiés sont vendus aux enchères comme esclaves. De manière récurrente, les principaux médias occidentaux rapportent des conditions catastrophiques pour les réfugiés en Libye. Mais on n'évoque quasiment jamais comment on en est venu à ces situations catastrophiques et chaotiques en Libye. En octobre 2017, le docteur Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Muammar al-Kadhafi, a écrit un mémorandum pour le Heartland Report. Vous trouverez plus d'informations sur Saïf Kadhafi dans les émissions qui s'affichent. Le Heartland Report est un portail politique sur Internet qui a été fondé par la Norvégienne Hanne Nabintu Heartland, écrivain et historienne des religions. Le portail Internet compte environ 1 million de visiteurs par mois. Le mémorandum de Saïf al-Kadhafi a été publié en différentes langues dans le monde entier. Son but est de clarifier certains faits et de décrire les crimes terribles commis contre le peuple libyen. L'introduction du mémorandum indique que ces crimes ont été commis au nom d'une intervention militaire humanitaire. Il a été dit que les civils devaient être protégés, la démocratie et la prospérité introduites. Les États membres de l'OTAN ont attaqué la Libye avec toutes les armes à leur disposition et avec l'aide de certains États arabes et de certains Libyens. La justification était aussi fausse que celle de l'intervention militaire en Irak en 2003, car il s'agissait en réalité de la destruction systématique d'un État souverain et d'une nation pacifique. Le mémorandum vise à faire connaître les crimes commis par la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et d'autres organisations non gouvernementales, ONG. La Libye et son peuple, dans leurs efforts inlassables, doivent être aidés pour reconstruire ce petit pays. Voilà pour la présentation du mémorandum. Saïf Kadhafi raconte comment le soulèvement prétendument pacifique a commencé début 2011 dans le cadre du printemps arabe et comment une machine de propagande contre Muammar al-Kadhafi a dans le même temps été mise en marche. Les crimes cruels perpétrés par les manifestants dits pacifiques sont répertoriés avec leurs sources. La deuxième partie décrit comment la Cour pénale internationale, CPI, a appliqué 2 poids, 2 mesures dans la guerre civile libyenne et dans l'intervention de l'OTAN. Alors que les politiciens libyens étaient associés à des crimes fictifs, le meurtre barbare de Kadhafi et de son fils al-Mutassim par des milices soutenues par l'OTAN a été ignoré et non condamné. Dans une troisième partie sont répertoriées les violations des droits de l'homme commises par les milices libyennes et leurs dirigeants. Les milices ont également pratiqué la purification ethnique, le trafic d'organes de prisonniers, etc. En outre, les milices et leurs dirigeants ont détruit des infrastructures libyennes vitales, comme l'aéroport de Tripoli et la flotte aérienne en juillet 2014. Tous ces crimes ont été ignorés par la communauté internationale et les organismes des Nations Unies. Enfin, la 4e partie du mémorandum énumère les atrocités commises par l'OTAN contre la population civile. De nombreux civils ont été tués par les opérations aériennes de l'OTAN. Après que l'OTAN eut aidé les milices à gouverner la Libye, des crimes terroristes encore plus terribles ont été commis contre les Libyens et les étrangers. Human Rights Watch avait signalé toutes ces victimes et, dans certains cas, l'OTAN a admis qu'elle était responsable de la mort de ces personnes innocentes. Néanmoins, la Cour pénale internationale n'a émis aucun mandat d'arrêt contre les chefs de milice ou les forces de l'OTAN. Si le mémorandum de Saïf Kadhafi est vrai, la Cour pénale internationale s'avérerait être un étrier des Nations Unies et de l'OTAN, un instrument politique pour la justification ultérieure des crimes de guerre.
Les violations des droits de l'homme ne sont pas dénoncées parce que les droits de l'homme seraient violés, mais seulement en vue d'obtenir des avantages en termes de politique du pouvoir. L'affaire libyenne avait pour but de se débarrasser d'un dirigeant désagréable, Mouammar al-Kadhafi, malgré les conséquences désastreuses pour le pays. Nous publions à la suite le mémorandum rédigé par Saïf al-Islam al-Kadhafi, qui fait appel à de nombreuses sources. La traduction de l'arabe au français a été vérifiée par klagemauer.tv. Mémorandum sur la Libye. Mensonges concernant l'État, sa façon de gouverner et l'armée, par le Dr Saïf al-Islam Kadhafi. Au nom d'Allah, le bienveillant et le miséricordieux. La Libye à la croisée des chemins, le commencement. L'agonie de la Libye a commencé le 15 février 2011, avec les protestations et les manifestations à la prison d'Abu Salim. Les manifestations ont été rapidement récupérées par des éléments de groupes djihadistes tels que le groupe islamique combattant libyen, GICL. Ceux-ci ont attaqué des postes de police et des casernes de l'armée à Derna, Benghazi, Misrata et Al-Zawiya, afin de voler des armes et de les utiliser dans leur guerre planifiée contre le peuple libyen et son gouvernement légitime. Toutes ces actions furent accompagnées d'une machine de propagande des chaînes Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, France 24 et d'autres, qui encourageaient le peuple libyen à affronter la police, qui tentait de protéger les bâtiments gouvernementaux et les propriétés privées contre des attaques et des pillages. Des scènes d'horreur ont eu lieu dans les rues, sur les ponts et dans des bâtiments des forces de sécurité, où les manifestants ont commis des crimes innommables contraires à toute humanité. Des membres des forces de sécurité, des militaires et des policiers ont été égorgés. Leurs cœurs ont été extraits de leurs corps dépecés. Un spectacle de brutalité et de sauvagerie. Par exemple, le premier jour des troubles, le 16 février 2011 dans la ville de Misrata, les manifestants soi-disant pacifiques ont tué et brûlé un homme, Moussa El-Adab. Le même jour, à Benghazi, un officier de police a été tué et démembré. Ces actes barbares ont été commis par des manifestants armés utilisant des chars, des mitrailleuses et des armes anti-aériennes dans les villes de Misrata, de Benghazi et d'Azawiya. Ces scènes sont authentifiées et peuvent être visionnées sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ainsi, le nombre véritable des victimes parmi les opposants était totalement différent de ce qu'ont rapporté les médias qui avaient un parti pris. Selon Al Jazeera, Al Arabiya et les groupes d'opposition libyens, à la fin de 2011, le nombre de personnes tuées atteignait 50 000. Cependant, en 2012, le gouvernement d'Abdelrahim al-Kib, après Kadhafi, a annoncé que le nombre de victimes enregistrées entre le 17 février 2011 et la fin de la guerre en octobre 2011 était de 4 700, en incluant des personnes décédées de mort naturelle. Le nombre très élevé de victimes est resté un chiffre de statistique, car les noms et les identités des victimes ne sont pas communiqués, et aucune famille n'a demandé à être indemnisée par le gouvernement. La campagne de propagande et les mensonges qui accompagnaient les accusations contre les militaires ne concernaient pas seulement le nombre élevé de victimes. On a également affirmé que le régime utilisait des avions militaires pour attaquer les civils. On a relaté des viols commis par des membres de l'armée et des forces de sécurité. On a rapporté que dans les chars, on aurait trouvé du Viagra, un médicament contre l'impuissance. Que des mercenaires africains et algériens auraient combattu dans l'armée libyenne et que des pilotes auraient déserté et rejoint Malte. Aucune de ces imputations n'a été prouvée à ce jour. Les enquêtes de l'ONU, celles d'Amnesty International et de Human Rights Watch, ainsi que les recherches de l'Occident, n'ont pu vérifier aucun des 8000 cas dénoncés par l'opposition libyenne. En réalité, toutes ces imputations ont été fabriquées et sont dénuées de crédibilité. Et c'est la même chose pour l'accusation selon laquelle des Mirages auraient décollé de la base aérienne d'Al-Wehati, à l'extrême ouest de la Libye, pour attaquer des civils à Benghazi. C'était carrément impossible, puisque compte tenu de leur consommation de kérosène,
Ces avions ne pouvaient pas aller à Benghazi, faire leurs attaques et ensuite revenir à leur base aérienne militaire à l'ouest. Il est en effet impossible pour ce type d'appareil d'attaquer des cibles à 1500 km et de revenir sans ravitaillement. Et il y avait des bases aériennes autour de Benghazi, utilisables par le gouvernement libyen si nécessaire. De même, le Viagra prétendument retrouvé dans les chars ressort du même piège. L'armée libyenne avait des soldats jeunes, professionnels et moralement d'aplomb, qui ne pensaient pas à commettre de tels crimes et n'avaient pas besoin de Viagra pour vivre leur sexualité. Ces histoires fabriquées sont simplement des intoxications comparables à l'histoire des 7 minutes prétendument nécessaires pour que des armes de destruction massive irakiennes attaquent l'Occident. Aujourd'hui, ces histoires irakiennes et libyennes font seulement sourire, que ce soit en Irak, en Libye, aux États-Unis ou dans les médias européens. La Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a délivré en 2011 un mandat d'arrêt à l'encontre de Mouammar al-Kadhafi, de Saïf al-Islam al-Kadhafi et d'Abdallah al-Senussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi, accusés de prétendus crimes contre l'humanité en Libye. Mais au lieu de cela, la Cour pénale internationale a tiré ses conclusions et a identifié les auteurs seulement 2 semaines après avoir été saisie par l'ONU. Et ainsi, la Cour pénale internationale a pu continuer son travail. Le temps prévu pour rédiger l'accusation n'a pas été respecté et le temps effectivement utilisé n'aurait même pas suffi pour analyser un accident de la circulation et pour conduire à une condamnation. À cet effet, Ahmed Al-Jehani, le coordinateur du CNT, Cour pénale internationale Libye, a déclaré que l'affaire Cour pénale internationale contre la Libye est purement politique, car les membres de l'OTAN ont demandé au Conseil national de transition, CNT, de dresser lui-même la liste des fonctionnaires qui seraient accusés de crimes contre l'humanité. Le CNT a désigné Al-Jehani pour préparer cette liste comprenant une dizaine de noms. Cependant, la Cour pénale internationale n'en a retenu que les 3 premiers. Dans une prise de position, Al-Jehani a également ajouté que toutes les accusations étaient fabriquées. Il a réaffirmé son point de vue lors de sa rencontre avec Saïf al-Islam et lui a dit que la justice libyenne ne pourrait pas le déclarer coupable. Al-Jehani a ajouté qu'avec son équipe, il avait fabriqué cette affaire contre lui parce qu'il la savait perdue d'avance en ce qui concernait les accusations de crimes contre les droits de l'homme, et qu'il l'avait poursuivi afin d'impliquer Saïf al-Islam dans des affaires financières et de corruption. Al-Jehani a justifié ses inventions en affirmant que de tels mensonges sont autorisés en temps de guerre, mais que devant un tribunal, ils ne sont pas valables. La Cour pénale internationale a adopté un double standard à propos de la guerre en Libye et de l'intervention de l'OTAN. Elle a impliqué des personnalités politiques libyennes dans des crimes inventés, alors qu'elle a ignoré et n'a pas condamné le massacre barbare de Mouammar Kadhafi et de son fils Al-Mutassim par les milices soutenues par l'OTAN. La seule réaction de la Cour pénale internationale a été d'abandonner les poursuites contre Mouammar Kadhafi après sa mort. Cependant, la Cour pénale internationale tenait là une affaire solide. Les meurtres des Kadhafi ont été très bien relatés par les médias. Il n'y aurait pas eu besoin d'autres preuves pour traduire les responsables en justice. La Cour pénale internationale pourrait facilement et rapidement arrêter les auteurs, puisque ceux-ci assument des responsabilités politiques et diplomatiques dans diverses capitales européennes. La même chose a eu lieu pour Abdallah al-Senussi, le beau-frère de Mouammar Kadhafi, après son enlèvement en Mauritanie par le gouvernement libyen. La Cour s'est limitée à cesser d'exiger son extradition. Elle n'a même pas pris en compte la violation de ses droits, ni le traitement inhumain qu'il a subi dans la prison de la milice, alors même qu'il était détenu par des djihadistes notoires, le groupe islamique combattant libyen, GICL. Le directeur de la prison n'était autre que le chef du GICL, Abdelhakim Belhadj. Belhadj est bien connu de la CIA et des gouvernements occidentaux.
La CIA l'a arrêté après son évasion de Kandahar, interrogé et extradé vers la Libye en 2002, l'accusant de terrorisme. En 2009, lui et des membres du GICL ont été libérés de prison en vertu de la loi d'amnistie générale. Le bilan terroriste de Belhadj parle de lui-même. De 1994 à 1997, il a ordonné le massacre de 225 personnes. Néanmoins, il a assumé un poste de haut rang en Libye. Il était ministre de la Défense et responsable de la sécurité à Tripoli, directeur général des prisons libyennes et à ce titre directement responsable de la cellule d'Al-Senoussi. Il faut garder à l'esprit ce passé de Belhadj pour évaluer ce qu'a dit la Cour pénale internationale, à savoir qu'Al-Senoussi était entre de bonnes mains et que la procédure judiciaire était correcte. L'OTAN et les petits pays du Golfe ont ignoré les activités terroristes de Belhadj et l'ont reconnu à la fois comme dirigeant politique et militaire et comme homme d'affaires. Il possède la plus grande chaîne de télévision d'Afrique du Nord, la plus grande compagnie aérienne de Libye, une cimenterie, des propriétés en Espagne et en Turquie et un aéroport privé à Tripoli. Cet aéroport, cependant, a été utilisé pour acheminer des terroristes de Libye vers la Syrie. Ces terroristes ont été financés à hauteur de 160 milliards de dollars en 2010. Belhadj et d'autres sont responsables d'avoir utilisé abusivement des capitaux de la Libye et d'avoir mis fin au plan de développement de la Libye, d'une valeur de 200 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Belhadj est un exemple d'un style de vie somptueuse des seigneurs de la guerre, des dirigeants armés en Libye, alors que les citoyens ordinaires sont plongés dans une extrême pauvreté. La violation des droits de l'homme par les milices. Les commandants des milices et les seigneurs de guerre ont commis des crimes odieux contre l'humanité, détruit des villes et des infrastructures vitales au cours des 6 dernières années. Seulement, quelques-uns des crimes commis sont relatés ici. Des gens ont été brûlés, cuits vivants et soumis aux formes les plus atroces de torture. Des prisonniers politiques, des agents de sécurité et des soldats ont été jetés dans les fournaises des fonderies de Misrata. Dans les prisons, les milices ont organisé un trafic d'organes des prisonniers. Dans le contexte de la complexification de la scène politique libyenne, Daesh a également ajouté d'autres atrocités en massacrant, en crucifiant des gens et dans des scènes dramatiques en mettant en pièces leurs organes. Une purification raciale et ethnique sans précédent, un génocide, a été commise contre la population de 5 villes libyennes. 55% des Libyens ont été contraints à fuir leur pays vers les États voisins. En outre, des centaines de maisons ont été incendiées à Bani Walid et dans 5 autres villes de Verchivana. La ville de Sirte a été rasée. Des zones résidentielles peuplées ont été bombardées à Benghazi et à Derna. Même Tripoli, la cosmopolite, a subi une purification ethnique et raciale, en particulier dans les zones fidèles à Muammar Kadhafi. Outre les violations systématiques des droits de l'homme, les milices et leurs dirigeants ont détruit les infrastructures essentielles. En juillet 2014, ils ont mis le feu à l'aéroport de Tripoli et à la flotte aérienne, ainsi qu'aux réservoirs de pétrole. Malgré les actions destructrices des milices et la torture brutale, la communauté internationale et les organes de l'ONU ont ignoré ces crimes et n'ont pas traduit ces seigneurs de guerre en justice. Les atrocités de l'OTAN et des milices libyennes contre des civils et des personnalités publiques. Les avions de l'OTAN ont pris pour cible des civils dans diverses villes libyennes, à savoir Zliten, Sirte, Sorman, Tripoli et Bani Walid. Dans le sud de Zliten, et précisément à Madjer, 84 familles, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées de sang-froid dans leur sommeil par des frappes aériennes de l'OTAN. Les médias ont montré des corps d'enfants sortis des décombres et une femme, Mincia Klaifa Iblo, coupée en deux. Dans un autre cas,
la famille de Khaled al-Hamedi a été détruite par des frappes aériennes de l'OTAN. Sa maison a été touchée et ses enfants tués. En outre, la famille Al-Jafar a été tuée à Bani Walid. Sans oublier le bombardement par l'OTAN du convoi de Mouammar Kadhafi à Sirte et l'assassinat du plus jeune de ses fils, Saïf al-Arab, dans sa maison de Tripoli. Lorsque les milices ont pris le contrôle de la Libye, les violations des droits de l'homme, les homicides et les tortures systématiques contre les civils libyens se sont poursuivis. Les victimes étaient des civils qui n'avaient pas participé à la guerre civile. La majorité étaient des gens âgés qui ne pouvaient pas porter d'armes. Le comédien populaire Youssef Al-Gariani a été détenu et torturé par les milices d'Al-Zawiya. Les milices de Misrata ont également détenu et torturé l'ancien moufti de Libye, Al-Cheikh Al-Madani Al-Sharif, alors âgé de 80 ans, parce qu'il était contre l'intervention en Libye et contre le soutien à l'OTAN. Le célèbre chanteur Mohamed Hassan a été violé et mis en résidence surveillée. D'autres, comme l'économiste au ministère des Finances, le docteur Abdelhafid Mahmoud Al-Zouleteni, ont été jugés et condamnés à de lourdes peines de réclusion. De même, le dirigeant du Secours islamique, le docteur Mohamed Al-Sharif, a été condamné à une longue peine de prison. Le directeur des douanes et le responsable de la formation au ministère de l'Intérieur ont également été emprisonnés avec d'autres personnes encore condamnées à la peine de mort et à diverses peines d'emprisonnement. Il paraît absurde que ces personnalités aient été jugées pour trafic de drogue, trafic d'êtres humains et viol en plus de 17 autres crimes. La question qui se pose est de savoir comment elles auraient pu s'unir et conspirer ensemble pour commettre de tels crimes durant 9 mois. Après que l'OTAN eut aidé les milices à gouverner la Libye, des crimes terroristes plus horribles ont été commis contre des ressortissants libyens et étrangers. Un copte a été tué au bataillon de Misrata, d'autres à Sirte. De nombreux ouvriers chrétiens d'Éthiopie ont été assassinés. Le professeur d'anglais, Ronnie Smith, a été assassiné à Benghazi. Le personnel de la Croix-Rouge à Sirte a été assassiné en 2014. Un bombardement a eu lieu contre l'ambassade de France à Tripoli et à Benghazi, on a même tué l'ambassadeur des États-Unis qui, depuis 2011, aidait les milices à s'armer. Toutes les victimes submentionnées ont été dénoncées par Human Rights Watch et dans certains cas, l'OTAN en a reconnu la responsabilité. Cependant, la Cour pénale internationale a fermé les yeux et n'a pas enquêté sur de tels crimes, en dépit des divers organismes nationaux et internationaux qui ont exigé l'ouverture d'une enquête transparente et la comparution des responsables devant un tribunal. Les actes de la Cour pénale internationale ont révélé son irresponsabilité quant à la guerre civile libyenne. Elle n'a pas émis un seul mandat d'arrêt contre les chefs des milices et des forces de l'OTAN. Il semble que la politique délibérée de la Cour pénale internationale soit d'ignorer ces crimes attestés et de se concentrer uniquement sur l'inculpation et le procès de Saïf al-Islam. En ce qui concerne la famille de Mouammar Kadhafi, la Cour pénale internationale n'est pas considérée comme sérieuse, comme dans le cas de la torture d'Al-Saadi Kadhafi, à propos de laquelle la procureure de la Cour pénale internationale a dit poursuivre l'enquête. Cependant, une vidéo a montré comment il était battu durant son interrogatoire. C'est le même schéma pour l'affaire Abdallah Senussi, où la procureure de la Cour pénale internationale a affirmé qu'elle délibérait toujours sur sa condamnation à mort. Une déclaration similaire a été faite par son prédécesseur concernant le bombardement du convoi de Mouammar Kadhafi dans lequel des centaines de personnes ont été tuées. La Cour pénale internationale n'a jamais montré de sérieux intérêt non plus à poursuivre les autres crimes commis par les milices contre des milliers de Libyens. Son seul intérêt étant de faire taire la voix de Saïf al-Islam et d'empêcher qu'il prenne la direction. Les États membres de l'OTAN et les mini-États du Golfe devraient être tenus pour responsables du chaos créé en Libye depuis 2011. Ils sont intervenus en Libye sur le prétexte que Mouammar Kadhafi aurait massacré son propre peuple.
Le scénario d'un dirigeant qui tue son propre peuple nous rappelle Tony Blair à propos de l'Irak. Il a déclaré en 2016 que c'était la bonne chose à faire et que si Saddam était resté au pouvoir pendant le printemps arabe, il aurait massacré les rebelles. À cause de tels points de vue, des pays ont été détruits, des milliers de personnes ont été chassées et des biens nationaux ont été volés. À la suite de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye, Mouammar Kadhafi, ses fils et des milliers de Libyens ont été tués et des millions d'autres ont été chassés. 6 ans plus tard, l'unité politique de la Libye est loin d'être réalisée. En bref, les milices libyennes se battent toujours entre elles, ainsi que les États occidentaux qui se rangent du côté des différentes milices. La France reste militairement impliquée et a perdu 3 soldats à Benghazi en juillet 2016, tués par des groupes qu'il soutenait encore en 2011. À l'époque, la France avait alors qualifié le soulèvement de révolution qu'elle devait soutenir. S'il en était ainsi, alors pourquoi la guerre perdure-t-elle aujourd'hui? Et pourquoi 700 personnes, principalement des officiers de l'armée, ont-elles été assassinées? Pourquoi le personnel du consulat des États-Unis a-t-il été tué à Benghazi? Pourquoi l'Occident ignore-t-il la barbarie de Daesh lorsqu'il a égorgé des gens à Sirte, à Misrata et à Derna? La réponse à cette dernière question est claire. Ces criminels ont été soutenus par l'Occident en 2011, parce qu'ils combattaient, selon leur dire, le gouvernement renégat. Pourquoi Daesh portait-il le même uniforme que celui qui avait été importé pour les soldats libyens? Et qui leur a donné ces uniformes importés en Libye en 2012? Pourquoi les membres de Daesh ont-ils reçu un salaire du ministère libyen de la Défense? La réponse à ces questions doit être trouvée auprès des dirigeants réels du pays, à savoir Belhadj, El-Sharif, le groupe islamique de combat libyen et leurs co-dirigeants, et les membres du Congrès national. Ceux qui gouvernent aujourd'hui la Libye sont bien connus du peuple libyen et de certaines ONG internationales. Jusqu'à présent, la Libye est toujours sous le contrôle des groupes djihadistes et l'Occident les soutient, malgré les crimes qu'ils commettent contre le peuple libyen. N'est-il pas étrange que les pays occidentaux de la Norvège et du Canada au nord, à Malte et à l'Italie au sud, sans oublier le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Soudan et le Maroc, se soient associés dans une agression militaire contre des civils qui ne leur étaient pas hostiles, contre Saïf al-Arab, Mouammar Kadhafi et la famille Kouwaylidi, et les 84 victimes innocentes de Madjer? Pourquoi ces États sont-ils patients et tolérants lorsqu'il s'agit de soutenir Daesh à Sirte, Misrata et Benghazi, bien que Daesh commette des attentats dans des villes françaises et belges? Et pourtant, les États membres de l'OTAN et leurs alliés devraient les attaquer et les bombarder comme ils ont attaqué la Libye en 2011. En complément de cette série de crimes de guerre contre la Libye, les États occidentaux ont désigné comme président du Haut Conseil d'État libyen Abderrahmane Souili, un criminel de guerre responsable de la destruction de Bani Walid et du meurtre de ses enfants. Ils ont nommé vice-premier ministre son neveu, Ahmed Mitig, directeur général des affaires étrangères, sa nièce, Nihad Mitig, puis son beau-frère, Fayez El-Sarraj, nouveau président du Conseil présidentiel. En outre, Abderrahmane Souili a proposé un accord avec Abdelhakim Belhadj, le commandant du groupe islamique de combat libyen, GICL, pour qu'il prenne la direction du parti islamiste lors de l'élection présidentielle. Cependant, il est bien connu en Libye que si des élections avaient lieu aujourd'hui, les personnes susmentionnées ne garantiraient pas et ne se garantiraient même pas du vote de leur propre famille. La popularité de Belhadj a été démontrée lors des élections législatives, où il n'a obtenu que 50 voix dans le district de Souak el-Djouma, qui compte 250 000 habitants. Pendant ce temps, et pendant l'écriture de ces lignes, la population des villes de Libye, y compris la capitale Tripoli, où habite un tiers de la population, souffre de pénurie d'eau, vit dans l'obscurité à cause des coupures de courant. Elle est privée des installations médicales et les besoins humains fondamentaux ne sont pas satisfaits. Selon l'ONU, 65% des hôpitaux ont cessé de travailler. Alors que le dinar libyen s'est effondré de 300% de sa valeur et que la production pétrolière est passée de 1,9 million de barils par jour à 250 000 barils.
Pour en rajouter encore aux souffrances du peuple libyen, les routes principales ont été coupées en raison des opérations militaires, du banditisme qui sévit et de la campagne de bombardement qui s'étend de Derna à l'est, de Sirte à l'ouest, à Benghazi et à Ajdabiya. Ce qui est fréquent aujourd'hui, c'est les enlèvements contre rançon et le commerce des armes en plein essor, dans la mesure où elles sont vendues sur Internet ou proposées sur Facebook. En conclusion, nous devons remercier nos frères du Qatar et des Émirats arabes unis, du Soudan, de la Tunisie, de la Ligue arabe, des pays de l'OTAN, de l'Union européenne, d'avoir aidé à transformer la Libye en un pays en faillite. Après la libération des prisonniers islamistes politiques et d'autres, la Libye est devenue une zone qui abrite les plus grandes prisons privées, sous la direction de milices et de clans familiaux. Un pays qui attirait des investisseurs du monde entier est devenu un État exportateur de migrants, y compris de ses propres citoyens. 55% de sa population a migré et s'est réfugié partout à l'étranger. Un État qui a réuni les meilleurs experts juridiques et constitutionnels du monde, qui a été en mesure de forger une constitution nouvelle et moderne, est maintenant transformé en une zone gouvernée par 1500 milices. Et enfin, un État où le vol était considéré comme étrange et inhabituel, a été transformé en un lieu où des corps humains mutilés et décomposés sont déversés quotidiennement dans les rues et sur les routes, ce qui devient routinier et normal à travers le pays.